Bonjour à tous. Donc, avant cette communication, je tiens à remercier notamment le laboratoire ICAR pour avoir retenu cette communication, alors que je suis ni historien, ni spécialiste de. Ben non, ni spécialiste de la Nouvelle-Calédonie. Donc, c'est très intimidant pour moi de passer sous le modérat de Pierre-Éric et après pour l'instant. Et puis après la prestation de Stéphane Mainville. Alors, c'est intimidant aussi de s'attaquer à une icône. Louise Michel est une figure archétypale de la révolutionnaire sans concession. Son rôle politique est bien connu, prétérition, je vais quand même en parler très rapidement, républicaine sous le Second Empire, blanquiste sous la Commune, et suite à sa déportation en Nouvelle-Calédonie, infatigable militant de l'anarchie, qui lui doit un de ses symboles identitaires, le drapeau noir. Alors, ça suffit peut-être pour l'inscrire dans ces fameuses marges, ne serait-ce qu'au niveau idéologique par rapport au 19e siècle. Alors, elle fut aussi institutrice dans la deuxième moitié du 19e siècle, à un moment où les enjeux de l'éducation sont cruciaux entre la loi Fallou et les lois Ferry. Elle a nourri son enseignement de ses propres convictions idéologiques, mais aussi de ses pratiques pédagogiques, qui sont certes novatrices, mais il ne faut pas non plus verser dans l'iconolatrie, et c'est aussi le devoir de l'universitaire que de recontextualiser. Louise Michel n'est pas un apax, elle appartient à une constellation. Il y a un robot. Elle appartient à une constellation de femmes institutrices, féministes, révolutionnaires, qui ont pensé, repensé l'éducation. Bon, j'en ai une grille quelque part, oui, mais merci beaucoup. Non, mais ça n'a pas d'importance. En travaillant sur elle, j'ai trouvé plus d'une quinzaine, une vingtaine de femmes, voilà. Non, non, mais c'est pas dans le, voilà. Ouais, ouais. Donc, je vais. Non, je sais pas. Je pense pas avoir le temps. Voilà. Donc, je vais présenter mes trois sources primaires. J'ai traqué dans les œuvres, les écrits personnels de Louise Michel. Donc, ses mémoires publiées en 1886. Louise Michel, La Commune, Histoire et Souvenirs en 1898. Et puis sa correspondance qui est parue en 1999 sous la direction de Xavier Gauthier. J'ai traqué dans ses écrits personnels des Eugène Proto, geste professionnel, mémoire professionnelle, pardon, pour le jeu de mots pourri, des proto-mémoires professionnelles, des traces de sa pratique pédagogique pour qu'on puisse en saisir éventuellement les spécificités. Alors, il m'a fallu notamment exclure un certain nombre de sources que j'aurais bien aimé intégrer parce qu'il y avait des perles, notamment en lien avec l'éducation. J'ai dû écarter La Bonne Louise, Psychologie de Louise Michel, d'Ernest Giraud, notamment quand il parle de la violence de l'administration coloniale, mais aussi de l'administration des agents. Quand Louise Michel, notamment d'après Giraud, prend en charge l'éducation des Kanaks, ses élèves noirs se voient-ils signifier l'interdiction de fréquenter son cours sous peine de fouet? Elle proteste et l'administration lui supprime son poste de sous-maîtresse adjointe. Donc on a dans ces œuvres-là le portrait d'une Louise Michel, victime systématique de l'administration et surtout des administrateurs coloniaux. Et en fait, je me suis beaucoup inspiré du travail de Joël Dauphiné, qui m'a amené à écarter un certain nombre de sources, donc Giraud notamment, mais aussi les souvenirs et aventures de ma vie que Louise Michel a fait paraître, enfin aurait fait paraître au début du XXe siècle, et que Joël Dauphiné exclut définitivement du corpus de Louise Michel en estimant que ça ne peut pas être d'elle, qu'il raconte, oui, certainement des choses avérées, notamment le voyage vers la Nouvelle-Calédonie et celui d'un autre. Il s'est pas passé dans le bateau qui emmenait Louise Michel dans la Nouvelle-Calédonie, qui était un voilier, alors qu'il est question dans ce souvenir de machine à moteur, etc. Bon. Donc, il m'a fallu exclure toutes ces sources. Je me suis servi d'une série de sources secondaires pour contextualiser. Donc, des biographies, notamment celle de Gérald Hoffmar, des ouvrages d'historiens d'époques différentes, dont Pierre Misal, L'année terrible,
à l'école de la Commune de Paris, qui est plus récent, qui date donc de Jean-François Duperron, et là qui est très intéressant en particulier sur nos problématiques, et je vais lui consacrer ma conclusion. Pour élargir le spectre à d'autres militantes, je me suis penché aussi sur l'histoire de Marie Bonnevielle. Et puis pour la période de la Nouvelle-Calédonie, je dois beaucoup à Jean-François Duperron pour écarter un certain nombre de sources problématiques. Alors pour revenir très rapidement sur son parcours, donc Louise Michel devient institutrice sous l'Empire. Elle refuse de prêter serment dans les puisque les instituteurs devaient prêter serment non pas à l'Empire, ce qui aurait pu passer pour finalement une forme comme une autre, plus ou moins autoritaire de la communauté collective, mais à la personne de l'empereur. Et là, évidemment, ça devient une soumission d'ordre idéologique. Et donc, elle le refuse et elle utilise finalement la faille juridique de la loi Fallou. Victor Hugo avait combattu en 1850 la loi Fallou, craignant qu'elle donne tout le pouvoir aux congrégations religieuses et en particulier aux jésuites. Il se passe que dans le cadre de l'Empire, elle permet aussi un espace pédagogique pour ce qu'on appelle les écoles libres, et Louise Michel va s'emparer de cet interstice pour faire des écoles républicaines. Donc elle réussit le concours après un échec probablement lié à sa calligraphie d'ailleurs, et Cédric Ossen en parlait tout à l'heure du poids de la calligraphie, c'est en tout cas ce qu'estime Xavier Gauthier, qui a eu beaucoup de mal à déchiffrer sa correspondance. Elle parle de ça dans une lettre à Victor Hugo, avec qui elle a une correspondance très, très suivie sur une vingtaine d'années. Elle explique comment elle doit former ses calligraphies pour réussir le concours. Alors, entre 1850 et 1852, la sélection est difficile pour ce concours de professeur des écoles. Sur 211 candidats, seuls 50 obtiennent le brevet, ce qui fait 23% de réussite. Bon, je rappelle qu'actuellement, effectivement, pour le concours du CRPE, qui est comparable, on a des taux qui varient énormément, mais que dans certaines académies, Clermont-Ferrand, la Guadeloupe, la Martinique, Rennes et la Réunion, dont le taux de réussite est de 18,53%, on a des taux qui sont tout de même comparables. Alors, elle devient institutrice communale, et donc elle en parle longuement dans ses mémoires. Revenons à mon école d'Audeloncourt. Je suis dans ses mémoires, ouverte en janvier 1853, école libre, comme on disait, et j'ai perdu mon chronomètre, donc je vais avoir besoin de vigilance. Ouais, c'est bien ça. Donc, elle explique que sa classe marchait d'autant mieux que j'avais le zèle de la première jeunesse, je la faisais avec passion. Alors, pourtant, cette passion ne suffit pas toujours, et ces écoles libres, que je cite le rapport de l'inspecteur Fayet, qu'on appelait le recteur Fayet, estime que ce titre d'école libre les dérobe souvent en partie à l'influence des inspecteurs et de leurs délégués, et donc elles sont particulièrement surveillées. Les écoles de garçons ont très mauvaise presse, elles sont dirigées pour la plupart par d'anciens instituteurs révoqués ou forcés à donner leur démission à cause de leur négligence, et pour d'autres causes encore plus blâmables. Quant aux écoles de filles, elles sont dans leur quasi-totalité dirigées par des religieuses qui n'ont d'autre science que leur dévouement et une lettre d'obédience que les supérieurs accordent avec beaucoup trop de facilité. Donc, Louise Michel est convoquée par l'inspecteur Fayet, et elle fait une espèce de coming out politique où elle s'avoue républicaine, et finalement, elle devient une amie personnelle du recteur Fayet, de son épouse, et le recteur Fayet va la soutenir tout au long de sa carrière et jusqu'à son procès en 1871 inclusivement, et qui relève toute une série de témoignages favorables à Louise Michel, notamment dans la perspective de ses procès. Alors, Louise Michel va, après quelques 2 ans dans la Haute-Marne, va s'installer à Paris grâce à une recommandation du recteur Fayet, et elle devient progressivement directrice d'externat. Elle ouvre une pension, et elle exploite toute ces libertés pédagogiques pour dénoncer l'empereur, l'Empire,
à Aude-Lincourt le dimanche, de petits sabots noirs claquetant précipitamment vers la porte de l'église quand on entonnait le Domine Salum Fac Imperatorem Nostrum Napoleonem, protéger notre empereur Napoléon. J'avais dit aux enfants que c'était un sacrilège d'assister à une prière pour cet homme. Donc, on est dans des interventions directes, ouvertement politiques. Ardente républicaine, elle fait entonner 2 fois par jour, avant l'étude du matin et après celle du soir, la Marseillaise à ses élèves, et elle les pousse jusqu'aux larmes d'émotion. Nous entrerons dans la carrière quand nos aïeux n'y seront plus. Donc, on est dans le cadre d'un enseignement explicitement idéologique qui sera popularisé plus tard par Ferdinand Buisson, qui en avait trouvé le concept chez le militant libertaire Paul Robin comme l'enseignement intégral. Je cite Paul Robin, c'est donc au nom de la justice que nous voulons pour tous l'enseignement complet, intégral. Il n'y a que ceux qui partent du vieux principe théologique qui puissent classer les hommes en 2 castes, ceux qui travaillent et ceux qui jouissent, ceux qui obéissent et ceux qui commandent. La justice ne peut consacrer l'inégalité. Elle a... oui, je crois qu'il faut passer. Oui, on peut passer là-dessus aussi, pardon. On va rester sur la commune, pardon, juste avant. Donc, elle professe aussi un enseignement féministe. Je suis dans les mémoires. Je n'ai jamais compris qu'il y eut un sexe pour lequel on cherchait à atrophier l'intelligence, comme s'il y en avait trop dans la race. Les filles, élevées dans la niaiserie, sont désarmées tout exprès pour être mieux trompées. C'est cela qu'on veut. C'est absolument comme si on vous jetait à l'eau après vous avoir défendu d'apprendre à nager, ou même lier les membres. Sous prétexte de conserver l'innocence d'une jeune fille, on la laisse rêver dans une ignorance profonde à des choses qui ne lui feraient nulle impression si elle lui était connue par de simples questions de botanique ou d'histoire naturelle. Alors, ces méthodes pédagogiques sont saluées et parfois jusqu'à l'anachronisme. Xavier Gauthier nous dit « Ses élèves l'adorent ». Bon, c'est pas une méthode pédagogique. Elle use de méthodes pédagogiques très modernes, actives, pas de châtiment, comment fait-elle, mais le sens du devoir et le goût d'apprendre. Elle écrit des pièces de théâtre que les filles jouent en classe même. Elle leur apprend les plantes, les animaux, elle vient de le dire, en leur laissant toucher de la mousse, des oiseaux, des couleuvres qui vivent dans l'école. Plus d'un siècle plus tard, on appellera cela des classes de nature. Pierre Midza évoque lui aussi cette pédagogie active, et Lucien Gaillard, qui a consacré une communication à Louise Michel dans le colloque Louise Michel en 1980, évoque la petite école de la maison Cossel, dont il dit qu'elle est vraiment une école libre, avec tout le sens que donnera plus tard l'instituteur Célestin Freinet à cet adjectif. Sa classe, à volonté, se transforme en volière, en herboristerie ou en jardin, car on trouve dans sa classe un petit musée géologique ou un terrarium, ancêtre du point de vue de nos actuelles écoles maternelles. Bon, elle a une pédagogie qui fonctionne par une certaine forme un esprit de synthèse qui va parfois jusqu'à la confusion. Tout se tient, les mathématiques, la physique, la biologie, l'astronomie, toutes les sciences sont liées. Et selon un de ses détracteurs, il s'agirait de pathos philosophico-scientifico-emberlifico-littéraire. Et c'est vrai que j'ai essayé avec beaucoup de sympathie de lire sa publication Lectures encyclopédiques par cycles attractifs. On est dans une espèce de syncrétisme où voilà, le micro et le macro, le télescope et le microscope se lient et on a l'impression de faire un peu tout de façon finalement assez confuse. Et stylistiquement parlant, ces écrits sont un petit peu marqués par la même caractéristique, c'est-à-dire qu'elle tire un fil et puis elle dévie de la bobine par association d'idées. Le bruit des sabots dont je vous parlais tout à l'heure finit par lui évoquer la fusillade sur les victimes de la justice versaillaise à la fin de la Commune. Elle passe par association d'idées de la Marseillaise qu'elle faisait chanter à Boncourt à la Marseillaise qu'elle faisait chanter par ses élèves kanaks à Nouméa. Bon, elle se rapproche à la fin des années 60 des écoles professionnelles et notamment de celle qui va être mise en place à Paris par Monsieur Francolin. Et donc, il y a toute une constellation de professeurs des écoles qui va coopérer à ces écoles professionnelles où il s'agit d'amener les élèves par l'apprentissage, développer des compétences d'ordre professionnel pour en faire des ouvriers qualifiés et, si possible, conscients. Donc, protéger les filles par l'instruction des dangers de la prostitution et protéger les garçons par la formation professionnelle, là encore,
de l'exploitation dans le cadre du salariat de la fin du 19e siècle. Bon, je suis obligé de passer très rapidement. Je suis page 221 dans l'histoire de la commune. C'est pas assez rapide. Il y avait en ce moment à ma classe presque 200 élèves, des fillettes de 6 à 12 ans que nous instruisions, ma sous-maîtresse et moi, et de tout petits enfants de 3 à 6 ans, garçons et filles, dont ma mère s'était chargée et qu'elle gâtait beaucoup. Les grandes de la classe l'aidaient, tantôt l'une, tantôt l'autre. Les petits, dont les parents étaient les gens de la campagne réfugiés à Paris, avaient été envoyés par Clémenceau. La mairie s'était chargée de leur nourriture. Ils avaient du lait, du cheval, des légumes et très souvent quelques friandises. On a souvent parlé des jalousies entre institutrices, je ne les ai pas éprouvées. Avant la guerre, nous faisions des échanges de leçons avec ma plus proche voisine, mademoiselle Potin, donnant des leçons de dessin chez moi et moi des leçons de musique chez elle, conduisant tantôt l'une, tantôt l'autre, nos plus grandes élèves au cours de la rue de Hautefeuille, c'est-à-dire à l'école professionnelle. Pendant le siège, elle fit ma classe alors que j'étais en prison. C'est gentil. Échange de pratiques, mise en relation des savoirs savants avec le contexte des apprenants, tutorat des plus grands vers les plus petits, scolarisation des tout petits, dessin d'après nature, morte, parce qu'il s'agit de faire le portrait de Victoire Noire, continuité du service public d'éducation en cas d'absence imprévue. Il est même question de ce que Loïc Pulido a appelé tout à l'heure le team teaching. L'éducation de Louise Michel est d'une grande actualité. Tout juste peut-on se demander quelle est la légitimité de Marianne Michel, sa mère, à prendre en charge l'éducation des 3-6 ans. Bon, Louise Michel donc continue évidemment cette implication pendant la Commune insurrectionnelle de Paris. Même si on la voit plus souvent sur les barricades que face à ses élèves. La seconde commission d'enseignement va réformer profondément l'enseignement et le laïciser. J'ai là les textes dont je vous fais grâce. Le journal officiel de la commune donc met en place une éducation sincère, je cite le texte, c'est-à-dire qui ne propage pas des mensonges qui seraient ceux de la religion. Et donc Joël Duperron fait le bilan sur l'activité de Louise Michel comme étant symptomatique d'une certaine pratique de l'enseignement tel que la commune a pu la pratiquer. Ses mémoires et sa correspondance laissèrent transparaître des choix pédagogiques dont on peut raisonnablement penser que, dans un souci de se démarquer des écoles religieuses, ils étaient déjà assez présents dans les milieux républicains sociaux et donc qu'ils purent tenter de s'exprimer dans les écoles communales parisiennes durant la Commune. Pratique documentaire, recours aux expériences scientifiques, collection de géologie et d'herboristerie, entretien d'un potager pédagogique et d'un terrarium, promenade pour observer la nature et le milieu social, pratique du dessin et de la poésie, etc. Ici est à nouveau Louise Michel. On a si peu de temps pour les études et on en gaspille tant, regrette-t-elle, en revenant sur l'enseignement qu'elle avait subi. Il fallait donc révolutionner l'enseignement pour le rendre pleinement profitable aux classes populaires. Et ce que l'on devine du style pédagogique de Louise Michel obéissait probablement à cet impératif, bien qu'il soit difficile en l'absence de sources plus complètes et d'un plan de formation des instituteurs de la commune de généraliser ce point de vue à l'ensemble des écoles communales parisiennes. Alors, comme il me reste 2 minutes, je vais être obligé de passer. Bon, son procès, on lui reproche d'avoir très peu d'élèves et elle fait 3 réponses. Je n'avais pas très peu d'élèves, j'en avais 150. On me reproche d'être petite, je suis plutôt grande. Bon, voilà, elle est les points qu'elle a relevés, alors qu'on lui reproche d'être une pétroleuse qui a brûlé Paris. Elle est déportée en Nouvelle-Calédonie, où, dit-on, dans les souvenirs aventures de sa vie, elle se serait interposée entre la violence des administrateurs coloniaux et la population kanak, où elle aurait quasiment incité les Kanaks à la grande révolte de 1878. Tout ça, Joël Dauphiné le détricote complètement, il en montre l'impossibilité, il montre il met l'accent sur la chronologie. Elle n'a pu commencer à proprement parler une activité pédagogique qu'au moment où elle arrive à Nouméa, c'est-à-dire quelques mois avant son départ. Donc c'est vrai qu'elle a un tout petit rôle en Nouvelle-Calédonie, son rôle historique est absolument insignifiant, pour ne pas dire marginal, mais parce que elle n'est sortie de détention à proprement parler que la toute dernière. Elle a refusé toutes les mesures de grâce qui lui avaient été proposées. Elle n'attendait qu'une grâce collective des communards. Et donc tout à fait à la fin, elle participe à l'école de filles laïques qui est mise en place en Nouvelle-Calédonie en tant qu'institutrice, une des toutes premières institutrices. Elle scolarise les enfants kanaks. Elle
elle prend elle prend en compte leurs spécificités en proposant une pédagogie mouvementée. Je cite son texte, c'est-à-dire basée sur le mouvement, et ça, c'est peut-être des constantes de l'enseignement de Louise Michel, mettre les élèves en activité. Alors, je suis obligé de conclure. Les outils pédagogiques qui se dégagent des expériences de Louise Michel sont la mise en activité des enfants, l'observation in situ et in vivo des phénomènes à observer selon une méthode expérimentale, la mise en relation des différents éléments pour leur donner du sens dans une approche synthétique, le passé avec le présent, un peu comme ce que vient de nous être dit sur le donner du sens au passé pour éclairer le présent, l'histoire et la géographie, les mathématiques et les sciences naturelles. Elle varie les supports pédagogiques, et ça, dans ses interrogatoires par la commune, elle insiste là-dessus. Elle utilise des représentations visuelles sur les murs pour donner sens à un cours de littérature. Elle met en relation les champs, et puis elle s'intéresse spécifiquement au substrat culturel des apprenants, même si son intérêt pour les contes calédoniens est très peu rigoureux scientifiquement parlant et essentiellement anecdotique. Alors, ce retour sur la perspective, le travail de toutes ces militantes de l'éducation pendant la Commune de Paris permet à Jean-François Duperron de faire ce bilan sur l'école. Et je finis en lui laissant la parole. Il regarde la place que laissent les historiographies officielles à l'expérience de la commune et aux expériences d'éducation libertaire. Et il estime qu'elles ont été systématiquement occultées. Devant ces oublis, on voit qu'un pan de l'histoire de l'école et des idées pédagogiques en France est minimisé par la rhétorique ordinaire, qui déroule généralement le paradigme suivant. Après l'âge des initiatives philanthropiques et des utopies scolaires prometteuses mais désordonnées et infertiles, la plus grande partie du XIXe siècle, l'œuvre scolaire de la Troisième République aurait été la première à façonner une forme scolaire républicaine, laïque, qui, en dépit de ses imperfections, aurait été un commencement décisif pour l'avènement d'une école libératrice. C'est justement en critiquant ces imperfections que l'éducation nouvelle serait ensuite apparue et se serait structurée en France à la toute fin du XIXe siècle, autour de quelques grandes figures de pédagogues alternatifs dont les travaux auraient résonné avec le travail d'autres pédagogues européens. Dès lors, plus tardivement, le mouvement ouvrier et le syndicalisme enseignant auraient consacré leurs efforts à obtenir de l'intérieur l'amélioration de l'éducation scolaire, entre autres par sa démocratisation et sa promotion de pédagogies actives et coopératives. Ça, c'est le paradigme, dit-il, qu'il dénonce. Ce schéma occulte une autre logique historique, celle qui vit le mouvement ouvrier dès le premier tiers du XIXe siècle tenter de construire sa propre école à l'extérieur de la forme scolaire portée par les dominants, bien avant les lois Ferry de 81-82, en plein accord avec la conception qui devint la devise fondatrice de l'AIT, l'Association internationale des travailleurs. L'émancipation de la classe ouvrière doit être l'œuvre des travailleurs eux-mêmes. Alors, dans cette perspective, l'expérience pédagogique brève mais intense des instituteurs et des institutrices de la commune a permis à Jean-François Duperron de faire, en même temps qu'il faisait l'histoire d'une autre école, c'est le sous-titre de son livre, une autre histoire de l'école. Je suis confus, je déborde. Merci. Heureusement que les historiens n'étaient que trois. Le passé n'appartient pas aux historiens, je crois que maintenant vous en avez la preuve. Puisque effectivement, à travers une première approche, on va dire l'archéodidactique, c'est pas le paléodidactique, l'expression de Christophe, à travers également une histoire de la pédagogie vue par un littéraire, et puis également la conscience historique qui était proposée, en tout cas, par Stéphane. On voit bien que nous avons aussi des approches extrêmement diverses. Alors maintenant, la parole est à vous. Je vous invite à être, on va dire, relativement gentil, surtout avec Cédric, gentil. Alors, je dirais être bref sur la mise en œuvre de votre question. Il peut y avoir des commentaires, et n'hésitez pas surtout à poser des questions. Donc, à vous la parole, chers collègues. N'hésitez pas à vous présenter également, s'il vous plaît. Rachid Sadaoui, professeur d'histoire géographie au collège Achille Bombard Saint-Odette. Je suis arrivé à La Réunion en février. Et entre février 2020 et décembre 2023, j'ai enseigné l'histoire géographie sur le Marais, méridional des Loyautés en Nouvelle-Calédonie. Merci à tous les intervenants pour ces conférences. Alors, moi, il y a en fait, une réflexion et une question que je vais poser à Stéphane Raguel.
Réflexion d'abord sur forcément intéressé par mon groupe Stéphane parce que ayant enseigné à Marais, forcément, alors venant de l'Hexagone, parce qu'il y a cette question-là en fait importante, c'est dans le monde enseignant qui exercent en Nouvelle-Calédonie, il y a ceux qui sont des Calédoniens et puis on a beaucoup qui viennent comme moi de l'Hexagone. Et c'est pas du tout déjà la même situation, c'est-à-dire que lorsqu'on arrive, moi j'ai dû vraiment faire tout un travail pour m'approprier l'histoire aussi de cette histoire-là. Et donc, une réflexion qui va peut-être parler aussi à Cédric Hossen, c'est que dans la gentilité des élèves, moi, j'ai des élèves tous les ans me disaient, monsieur, quand est-ce qu'on parle de notre histoire? Et ça a été un fort, ils étaient prescripteurs, hein, pour moi. C'est-à-dire qu'ils étaient, j'avais cette intention bien sûr, comment dire, de répondre au programme et l'homme aménagé, mais les élèves m'ont motivé encore plus à adapter, ou plutôt à aménager, c'est aussi le terme d'aménager, les cours. Et ma question, c'est est-ce que dans les études, parce que je suis un peu Stéphane, dans les études que tu as faites, est-ce que justement il y a la part des enseignants qui viennent de l'Hexagone, la part des enseignants qui sont calédoniens, la part des enseignants aussi qui sont sur les îles Loyauté, parce que c'est des réalités qui sont différentes en fonction de si on est en Brousse, dans le nord de la Grande Terre, si on est sur Nouméa ou si on est sur les îles Loyauté. C'est des contextes d'éducation qui ne sont pas du tout les mêmes. Et voilà, est-ce que ça a été pensé en compte dans tes travaux? Alors, Rachid, plein de choses. La première, pour réagir à la question que posaient souvent les élèves, monsieur, quand est-ce qu'on parle de notre histoire? Donc ça, je vais le rattacher à un élément, on va dire, un peu plus large, qui est le fait qu'il y a une croyance très forte en Nouvelle-Calédonie, partagée par les enseignants, que, grosso modo, les élèves sont en attente, qu'ils ont envie, qu'ils veulent qu'on leur parle de l'histoire de la Nouvelle-Calédonie. Dans le cadre de la recherche collaborative que j'ai évoquée ce matin avec, lors de la conférence de l'OI, j'ai eu l'occasion d'observer un certain nombre de séances d'enseignement en collège, dans des contextes assez variés, mais qui étaient à la périphérie du Grand Nouméa. J'ai pu comparer, par exemple, quand on enseigne l'histoire du programme national et puis l'histoire des aménagements. Et en fait, ce qui m'a surpris, ce qui n'y attendait pas, c'est que enseigner l'histoire de la Nouvelle-Calédonie ne suscite pas forcément l'intérêt des élèves. Et que l'idée qu'il faut le faire parce que ça va intéresser les élèves et que ça marche pas toujours en fait. Il y a en fait plein d'autres facteurs qui interviennent aussi. Et le fait de parler de l'histoire de la Nouvelle-Calédonie, simple que là, ne déclenche pas automatiquement. J'ai vu des élèves s'ennuyer, ne pas être intéressés quand on parlait de l'histoire de la Nouvelle-Calédonie. Voilà. Et donc ça, c'est important de le dire parce que ça va un peu à l'encontre de l'image qu'on a. Voilà. Et alors, ça pose la question de pourquoi, alors que supposément les élèves veulent qu'on leur parle de l'histoire, ils ne sont pas forcément réceptifs quand on la leur transmet ou quand on cherche à leur transmettre. Il y a plusieurs éléments. L'un des éléments que moi je mets souvent en avant, c'est ce dont j'ai parlé dans la communication, c'est le décalage entre l'histoire qu'on veut transmettre à l'école et l'histoire que les élèves ont envie qu'on leur transmette et qui n'est pas forcément la même. Parce que souvent, dans le processus de transmission, les élèves vont attendre à ce qu'on conforte ce qu'ils savent déjà ou les points de vue qu'ils ont déjà, alors que ce n'est pas la posture de l'enseignant d'histoire-géographie. Il y a d'autres éléments, mais j'insisterai là aujourd'hui uniquement sur celui-là. Après, sur la question de être calédonien, ne pas être calédonien quand on enseigne l'histoire face aux élèves. C'est des choses auxquelles je me suis intéressé et on se rend compte que finalement tout existe. On peut être calédonien et s'investir beaucoup dans l'enseignement de l'histoire de la Nouvelle-Calédonie ou pas. Et parfois, on a des gens qui viennent de l'extérieur et qui en font beaucoup plus que des gens qui sont nés en Nouvelle-Calédonie. Donc, on va dire que cet élément-là peut jouer, mais il n'est pas déterminant.
parce qu'on a systématiquement des contre-exemples. Et je dirais heureusement qu'on a des contre-exemples avec des gens qui viennent de l'extérieur, qui ont ce gros travail à faire, comme tu l'as fait certainement quand tu es arrivé, parce que l'histoire de la Nouvelle-Calédonie, c'est compliqué. Il y a des enjeux qui sont très sensibles, mais il y a des gens qui viennent de l'extérieur qui font ça très bien, qui prennent ça à bras le corps. Et donc, il faut sortir des schémas un peu caricaturaux. L'histoire de la Nouvelle-Calédonie, ça intéresse forcément les élèves, bah, pas toujours. L'histoire de la Nouvelle-Calédonie, les oreilles ne la font pas, bah, pas toujours. Voilà, c'est ce que je peux dire. J'espère que j'ai répondu à tes questions. Merci. Si je peux réagir, avec Sylvain Genois, nous avons observé exactement la même chose pour cette seconde remarque. Une autre question, Pierre, je t'en prie. Est-ce que tu as fait ça? Non, j'avais juste une question. Qui es-tu, Pierre? Je suis étudiant en master 9. Je te remercie. Dans le cadre de ce concours, vous avez évoqué, quand vous parlez de vos réflexions sur les programmes, vous avez dit que ça ne faisait pas le terme de programme adapté. Vous avez évoqué une historienne, mais je n'ai pas. Marie Salahin. S-A-L-A-U-N. Avec un trait sur le 8. Voilà. Il a notamment écrit 2 ouvrages. Un premier ouvrage qui était tiré, si je me rappelle bien, de sa thèse, qui s'appelait Nouvelle-Calédonie, l'école indigène. Qui parlait notamment de la scolarisation des enfants kanaks pendant la période coloniale. Et ensuite, elle a publié un autre ouvrage qui est cette fois-ci plutôt tiré de son habilitation à diriger des recherches, où elle menait une étude comparative entre Hawaï et la Nouvelle-Calédonie. Et cet ouvrage s'appelait Décoloniser l'école, point d'interrogation. Voilà. Donc ça, c'est des références qui peuvent être pas mal. J'aimerais réagir à la question de Rachid sur la gentilité des élèves, notamment. Alors, les contextes sont nécessairement différents, et quand je parle de contextes différents ici, on ne fait pas référence aux espaces géographiques, mais au temps. Et le corpus qui a été étudié dans l'entre-deux-guerres présente une particularité, et cette particularité, elle est portée par le statut du lycée Lecomte de Lille, qui est un lycée républicain mais payant. Ce lycée républicain payant accueille une hétérogénéité d'élèves également, une hétérogénéité qui se caractérise aussi par des parcours migratoires qui s'expriment dans le lycée, avec des élèves issus de langagisme, des familles indiennes, des familles chinoises notamment. Ça se traduit par une volonté d'appartenance aussi et de fidélité aux principes républicains français. On n'a pas accès à la boîte noire du lycée totalement, donc il est pour nous impossible de pouvoir dire si il s'est exprimé de manière orale la volonté par les élèves de vouloir accéder à leur histoire, et les traces d'agentivité nous montrent, et on l'a vu là avec cet exemple de diapo sur aller à Saint-Pierre, que les élèves en introduisent. En revanche, je vais me remettre dans le contexte de temps contemporain. Le bicentenaire du lycée a été célébré dans l'enceinte du Collège Bourbon, qui est l'ancien lycée Lecomte de Lille, avec 2 enseignantes en histoire-géographie et en français, qui ont entrepris de célébrer ce bicentenaire en menant un travail pédagogique aux archives avec leur classe. Là, à la fois, ça répond à une demande académique, ça répond à une demande, ça répond au prescrit, mais ça répond également à une demande des élèves d'avoir accès non pas uniquement à l'histoire de la Réunion, mais principalement à une histoire un peu plus proche. La proximité, celle de l'enceinte de l'établissement. Et je crois qu'ici, en ce sens, il y a peut-être une piste à investir lorsqu'on entend qu'en Nouvelle-Calédonie, certains élèves expriment cette répétition de l'histoire dans toute leur scolarité qui devient peut-être pour eux, je dirais, inutile d'une certaine manière, et bien rendre cette histoire un peu plus palpable et peut-être la mettre aussi à hauteur d'enfant, pour reprendre une expression, c'est peut-être une piste à explorer pour que les enfants se sentent un peu plus concernés et puissent avoir accès à une histoire qui les touche directement d'un point de vue spatial, là, cette fois-ci, d'un point de vue géographique. Effectivement, une histoire partagée peut-être. Il y avait une question qui était... Merci beaucoup pour les communications. Moi, je suis d'accord avec la plus et je suis doctorante.
dans mes recherches, je m'intéresse notamment au point de vue de l'élève. Et ce que tu as dit, c'est très intéressant d'étudier notamment les filles, ça me fait, enfin, donc ça m'intéresse de voir comment il utilise ce qu'il fait lui, bien, pour essayer de faire un exercice qui n'est pas un exercice de liaison. Et par rapport aux recherches, j'ai une question justement sur le point de vue de l'élève, ça qui m'intéresse aussi. Comment vous vous y intéressez à travers notamment ce que dit l'enseignant. L'enseignant dit voilà, l'élève ne s'intéresse pas forcément, ou alors au contraire, il a envie de plus d'histoire et vous êtes parti voir des séances dans la vie. Vous avez pu voir que parfois les élèves sont nuls, parfois les élèves sont intelligents. Mais est-ce que, c'est le cas aussi pour ces aussi un peu en vie, comment s'intéresser davantage au point de vue de l'élève dans ces programmes adaptés et c'est ça qui m'intéressait vraiment beaucoup. C'est voilà, comment mesurer ça, comment mesurer véritablement l'impact de l'apprentissage sur l'élève et comment mesurer qu'il soit vraiment, parce que c'est vrai que on écoute le point de vue de l'élève quand on est en classe, on entend ce qu'il dit de l'histoire et de la géographie locale, mais comment véritablement mesurer ça jusqu'au bout? Est-ce qu'il y a des enquêtes qui se font, par exemple, pour l'élève? Est-ce que vous avez fait déjà des enquêtes? Est-ce que vous y pensez? Voilà. Si je peux redonner la parole après, ça laissera peut-être un petit peu de réflexion. En tout cas, nos collègues antillais ont déjà abordé la question, je pense, à travers notamment la définition de la contextualisation. C'est pas forcément en histoire ou en géographie, avec Antoine Delphin notamment, mais il faut bien une distinction entre adaptation et contextualisation, entre une contextualisation forte ou faible. Donc peut-être que par le biais de la contextualisation, vous pourrez finalement avoir un peu plus, on va dire, la vie des élèves. Et puis après, nos collègues canadiens travaillent beaucoup là-dessus, ce qu'on appelle la conscience historique, l'ensemble des éléments finalement qui peuvent être déterminés d'un point de vue didactique sur les capacités intellectuelles et historiques des élèves. À mon avis, il y a déjà des cadres théoriques qui existent là-dessus. Donc à la fois sur la contextualisation aux Antilles, avec les collègues du FRAC, et puis également au Canada, ça se place dans la lignée notamment des travaux de François Saint-Paul. Alors moi, je voulais peut-être revenir, pardon, sur la question du point de vue d'élève. Alors, le point de vue d'élève m'intéresse et aujourd'hui, je suis capable de l'appréhender de manière très incomplète, mais quand même de l'appréhender un petit peu. Notamment par le biais de deux choses que j'ai menées ces dernières années. Je parlais de Françoise Anthony, je parlais des Québécois. Donc, j'ai demandé à des élèves calédoniens, à des élèves vanuatais, de raconter l'histoire de leur pays sur le modèle des enquêtes qui ont été menées. Voilà. Donc, sur la Nouvelle-Calédonie, j'ai un peu plus de 2000 récits d'élèves qui racontent l'histoire de leur pays, qui n'est pas toujours le même pays d'ailleurs, très varié. Et puis, j'en ai un peu, à peu près 800 au Vanuatu, avec à la fois des textes en français et des textes en anglais. Il y a des langues. Donc, c'est très intéressant parce qu'on voit dans ces récits le décalage entre ce que les élèves retiennent de l'histoire de leur pays et ce qui est transmis à l'école. J'ai juste abordé un exemple très précis. Vous l'avez peut-être vu dans le tableau que j'ai montré. On passe beaucoup de temps en Nouvelle-Calédonie, notamment en classe de 6e, en classe de 5e pour rester au collège, sur l'enseignement de la période préalable au premier contact avec les Européens, le premier peuplement, la civilisation canadienne européenne. Grosso modo, quand on regarde la répartition du temps consacré à l'enseignement de l'histoire au collège, on passe plus de temps à enseigner cette période-là que l'histoire de la Nouvelle-Calédonie au XXe siècle, par exemple. Et pourtant, quand on lit les récits d'élèves calédoniens sur l'histoire de la Nouvelle-Calédonie, tout ce qui est avant 1774 est pratiquement évacué. La plupart du temps, les élèves calédoniens commencent à raconter l'histoire de la Nouvelle-Calédonie en disant « En 1774, James Cook a découvert la Nouvelle-Calédonie ». Donc on voit là un exemple. Et la deuxième manière dont je peux aujourd'hui commencer un peu à appréhender le point de vue d'élèves, c'est dans le cadre justement de ces immersions que j'ai faites dans les classes de collège. Donc, parfois, j'ai demandé aux collègues enseignants de prendre leur place. C'est-à-dire, on a eu un processus un peu d'inversion des rôles. Je n'étais plus celui qui venait observer la classe, mais j'étais celui qui prenait en main la classe et la collègue, puisque c'était des femmes, devenaient les observatrices de ma pratique de ce que faisaient les élèves. Et quand j'ai fait ce travail-là,
J'ai notamment demandé, parce que j'avais envie de me lancer un peu de défi, à travailler sur l'une des séquences les plus difficiles à aborder au collège en Nouvelle-Calédonie, c'est la séquence de troisième sur la Nouvelle-Calédonie depuis 1946 jusqu'à nos jours, histoire de me continuer, l'émergence de la revendication indépendantiste, la guerre civile, la paix, etc., etc. Et donc, bien évidemment, à plusieurs reprises, j'attendais des réactions, des points de vue des élèves sur la manière dont je leur proposais d'étudier cette période. Souvent, j'ai été relativement déçu parce que je me rendais compte que j'avais peu de réactions, c'est-à-dire peu de moments où les élèves finalement osaient prendre la parole et éventuellement remettre en question des choses, questionner, etc., etc. Mais j'ai quand même eu quelques pépites. Dans ces expérimentations-là. Il y en a notamment une qui m'a beaucoup marqué. J'ai étudié avec des élèves de troisième la fin de la guerre civile dans les années 1980 et les signatures des accords de Matignon ramènent la paix. Et donc, les élèves avaient une activité, ils travaillaient sur les accords de Matignon, etc., avec vraiment l'idée que, après les accords de Matignon, la paix revient, la paix civile revient progressivement. Et là, je voyais un élève kanak dans la classe qui regardait bizarrement, comme un élève kanak regarde un professeur quand il trouve qu'on lui raconte, c'est bizarre. Et donc, je lui dis, il s'appelait Irénée. Je dis, Irénée, qu'est-ce qui se passe? Et donc, au début, il ne veut pas dire, il ne veut pas parler. J'ai dit, mais il faut qu'il y ait le. Il me dit, mais monsieur, je ne suis pas d'accord avec vous. Je ne suis pas d'accord avec vous parce que les accords de Matignon, ce n'est pas le retour de la paix. Parce que la guerre, c'est jusqu'à aujourd'hui que ça dure, il n'y a jamais eu la paix. Et alors là, qu'est-ce que je fais avec ça derrière? Voilà. Donc c'est aussi pour dire que parfois le point de vue de l'élève, c'est dur de le faire sortir, mais des fois on y arrive. Et on y arrive parfois à ses dépenses. Parce que derrière, j'ai ramené ses verres. C'est ce qu'on appelle la pédagogie des humbles morts. On fait sentir les humbles morts quand Alors, moi, le souvenir qu'on avait, et les gens pour chercher, c'est que ce terme de programme aménagé, il était sorti. Effectivement, il y a eu un projet de programme aménagé, qui s'appelait comme ça. Je suis allée voir, là, effectivement, ce qui a été adopté, c'est comment on l'a fait. Donc, première question, pourquoi, selon toi, on n'a pas retenu le terme aménagé, le terme adapté, qui a été finalement retenu? J'imagine que c'est parce que c'est comme un oui, c'est ça. Il n'y a pas de en fait, il me semble que le terme de programme aménagé avait dû sortir vers 2017-2018 avec les nouveaux programmes de collège qui étaient au départ des programmes dits expérimentaux quand on avait fait des aménagements. Donc c'est dans ce cadre-là que le terme aménagé était sorti parce que grosso modo, il n'y avait pas eu véritablement de validation par l'inspection générale des aménagements qui étaient proposés. Donc, on avait lancé le truc alors que c'était encore un peu bancal du point de vue institutionnel. Et puis après, tout ça s'est régularisé et on est revenu à l'appellation générique. La deuxième chose, c'était pour engager la discussion sur cette argumentation qui nous a présentée, selon laquelle l'histoire de la Calédonie est marginalisée dans les programmes, qu'elle ne fait que l'objet d'avis. C'est ça, c'est un des arguments. Ouais. Et en fait, quand on compare avec. Alors, première question, pourquoi la possibilité d'ajout? Pourquoi il n'y a pas plus de la substitution en géographie, par exemple, de la substitution? Il y a une majeure dans le programme 3e sur l'aménagement du territoire. Là, on a toute la politique de récupération du territoire calédonien et on ne fait pas la France, quasiment pas l'aménagement de la France. Donc, pourquoi? Quel est ton regard là-dessus? Parce qu'il n'y a pas eu plutôt des substitutions à la place d'ajout. Secondement, ce qui m'amène à nuancer ton argumentaire, c'est que là, vous avez quand même des programmes qui ont exactement la même forme que les programmes nationaux. On n'a pas un programme supplémentaire. Du coup, effectivement, à la marge, parce que les filières qui n'étaient même pas publiées jusqu'à septembre de l'année dernière, c'est directement inclus dans le programme. Là, le programme est en gras et italique, ce qui relève de la Calédonie. C'est une forme pour moi de normalisation, d'institutionnalisation de ces programmes un peu particuliers, qui, par exemple, a été refusé quand on fait la demande sur les données. Pour nous, c'est possible, mais pas pour les autres. Ben vous, c'est normal. Enfin, c'est normal. Pour les autres, je veux dire, vous êtes généraliste, vous avez la compétence sur les questions scolaires, donc ça ne me semble pas aberrant.
Et je trouve que ça, pour moi, c'est un pas de plus vers l'intégration et donc la moindre marginalisation, la démarginalisation de ces programmes adaptés, que de les inclure directement dans le programme en disant le programme c'est ça. C'est pas le programme national plus les adaptations. Alors, sur la question des ajouts, pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup d'ajouts et plus trop de substitutions? Plutôt que les... Ouais. Alors, après, moi, j'ai pas travaillé sur une comparaison de l'ensemble des programmes pour les outre-mer. Je ne sais pas si quand on dit qu'en Nouvelle-Calédonie, c'est aujourd'hui essentiellement des ajouts. A priori, c'est plutôt quelque chose qui est différent par rapport à ce qui se passe ailleurs. Voilà. Je pense que c'est une volonté de singulariser l'histoire de la Nouvelle-Calédonie. Je pense aussi quand même que derrière, il y a une question qui est très prégnante pour la Nouvelle-Calédonie, c'est que même si une partie des compétences éducatives ont été transférées à la Nouvelle-Calédonie, il y a plusieurs compétences éducatives qui n'ont pas été transférées, notamment les compétences liées à la collation des diplômes. Et donc, on continue à avoir un DNB, le DNB national, un baccalauréat comme le baccalauréat national. Et donc, grosso modo, il y a cette idée que puisqu'on reste dans le cadre des diplômes nationaux, il faut que les programmes restent quand même, malgré tout, avec une référence aux programmes nationaux. C'est quelque chose de très fort en Nouvelle-Calédonie pour que le programme reste le programme national malgré tout, parce qu'à la fin, il y a des épreuves. Et une des raisons qui fait qu'aujourd'hui, certains enseignants n'investissent pas beaucoup la question des programmes avec leurs aménagements, c'est le fait que lors des examens, DMD et BAC, en fait, les parties sur l'histoire de la Nouvelle-Calédonie ne tombent jamais. Donc pourquoi investir du temps si à la fin aux examens, il n'y a pas? Alors, en général, il y a un peu de Nouvelle-Calédonie dans les examens. Par exemple, si en histoire, les élèves doivent étudier un document, on va prendre un document qui va être un document en lien avec l'histoire de la Nouvelle-Calédonie. Par exemple, si on veut faire un examen, un petit examen sur la Première Guerre mondiale et DND, on va prendre une lettre de poilu calédonien, par exemple. Mais l'objectif n'est pas de travailler sur la place de la Nouvelle-Calédonie dans la Première Guerre mondiale, mais de travailler sur l'expérience combattante à travers de l'exemple du poilu calédonien. Donc, cette situation, on l'explique aujourd'hui, notamment au niveau du directorat de la Nouvelle-Calédonie, par le fait que les sujets d'examen qui sont produits pour les élèves au DNB et au bac en Nouvelle-Calédonie sont aussi utilisés par les élèves qui passent le DNB à Wallis et Futuna, et que donc, on ne peut pas faire des sujets d'examen avec la Nouvelle-Calédonie uniquement parce qu'il y a des élèves qui ne sont pas calédoniens qui vont aussi passer l'examen. Je pense qu'on pourrait éventuellement trouver des solutions pour décorréler les sujets, etc. Mais aujourd'hui, ça ne se fait pas. Maintenant, sur la question du... finalement, tu trouves que chez nous, c'est pas mal, finalement? Je trouve que c'est un petit peu mieux. Ouais. Ok, tant mieux. Je voudrais quand même répondre à tes remarques à ce sujet en parlant de la dernière réforme du lycée et donc des derniers programmes d'histoire-géographie et de leurs aménagements pour la Nouvelle-Calédonie. En Nouvelle-Calédonie, en 2019, au moment de la réforme, on a obtenu quelque chose qui, je pense, n'existe nulle part ailleurs. C'est le fait qu'en Nouvelle-Calédonie, l'horaire dévolu à l'histoire-géographie au lycée est supérieur. On rajoute 30 minutes par semaine à l'horaire de l'histoire-géographie. Donc, l'horaire de l'histoire-géographie, c'est 3 heures. Nous, on a 3h30, ça fait ça. Et donc, quand le vice-recteur, à l'époque, a fait cette grande annonce, dans le cadre des aménagements possibles de la réforme du lycée en Nouvelle-Calédonie, on va décider de rajouter 30 minutes pour enseigner l'histoire-géo de la Nouvelle-Calédonie. Donc, c'est 30 minutes en plus, sans enlever quoi que ce soit à qui d'autre. C'est-à-dire qu'on augmente le temps scolaire des élèves. Et alors, quand cette annonce a été faite, moi, j'ai dit, superbe, on va avoir droit à 18 heures année où on va pouvoir faire l'histoire de la Nouvelle-Calédonie avec un programme spécifique, etc. Et je m'attendais à des trucs waouh. Et la géo aussi, non? Bien évidemment. Mais tu sais que je m'y intéresse aussi. Mais bien évidemment. Et donc, je voyais de suite partir des trucs, on va pouvoir faire un programme spécifique avec des heures qui vont être dans l'emploi du temps décorrélées de l'histoire géo et qui vont s'appeler histoire géo de la Nouvelle-Calédonie, etc. Et quand j'ai vu arriver le truc où finalement on met à l'intérieur et puis on secoue un peu, j'ai été très déçu. Parce qu'il y aurait eu la possibilité de concevoir quelque chose qui soit totalement déconnecté de l'architecture des programmes nationaux
Et on n'a pas saisi cette opportunité, et pour moi, c'est un grand regret. Merci beaucoup. Je fais une petite remarque, et puis après, il y a Marlène, la parole est là-bas. D'abord, sur le terme d'adaptation, puisqu'on est en termes de normes curriculaires, on utilise aussi un peu une terminologie juridique, hein, entre la règle et l'exception. Donc, finalement, le mot adaptation vient vraiment du monde juridique. Voilà. Et à moins qu'on imagine plutôt, et de manière un peu sous le temps, que ces programmes sont liés à des élèves à besoins particuliers. Je vous rappelle que ce mot est également présent dans l'acronyme SECPA. Mais au-delà de ça, je vous rappelle aussi que c'est problématique parce qu'on n'a pas eu l'occasion de l'évoquer, mais ça concerne également la Polynésie française, et que Jean-Marc Rémy a travaillé, en tout cas une partie de son HDR a également été consacrée à cette thématique. Il y avait une question également, et puis ensuite on donnera la parole à notre collègue. Marlène Boulot, grâce à Sciences d'éducation, spécialiste de la littérature anglais. Université des Antilles, lycée Académie de Guadeloupe. J'ai une petite question pour Stéphane. Cédric, deux questions. Je vais commencer par Cédric. Pourquoi Louise Michel a été déportée en Nouvelle-Calédonie? Est-ce qu'elle était originaire? Voilà une petite première question. Et pour, excuse-moi, il y a deux Cédric. Cédric Postel, j'aimerais que tu précises un peu la résistance furtive des élèves. Je n'ai pas compris c'était cette résistance sur leur notation envers les enseignants. Est-ce que tu peux me préciser? On peut peut-être prendre la deuxième question en même temps, et comme ça laisse un peu de temps de réflexion aux collègues. Ça a fait un état de lieu il y a une certaine époque, de ces annotations des professeurs, des études assez pointues sur les fenêtres de la quel serait le côté que tu peux avoir aujourd'hui par rapport aux études que nous faisons, les filles qui étaient considérées? Et qu'est-ce qu'on peut en tirer? Est-ce qu'il y a toujours une forme de bienveillance, de malveillance, de malaisance? Qu'est-ce que c'est vraiment les relations de résistance qu'on doit les Commencer par Boujma, si tu veux bien. Je veux savoir comment, sur un plan méthodologique, vous réussissez à mettre en œuvre un plan colonial dans les organisations des notamment. Est-ce que c'est un objet de tout? Si ce n'est pas le cas, la façon de corriger l'enseignement ressemble étrangement à ce qu'on a pu vivre, ce qu'on peut vivre encore dans certains points de l'Hexagone notamment, pas forcément dans les lycées existants, mais il y a cette norme de correction verticale, peu soucieuse de l'élève, qui est quand même assez récurrente, sans la déprécier ou la valoriser. En tout cas, elle est là, elle est présente. J'aimerais savoir si, dans tes travaux, au fond, est-ce que tu distingues une forme spécifiquement coloniale dans les appréciations, à travers, tu pourrais se manifester, je ne sais pas, je peux imaginer, par des remarques stigmatisantes, par des effets d'intimidation, des culpabilisations peut-être raciales, des connotations effectives, que tu as été sensible à ça, qui permettrait d'isoler l'objet de correction en régime colonial. Se distinguerait des régimes métropolitains, sinon par ailleurs, sans que les deux pratiques soient assez claires. Merci pour ces questions. Pour clarifier, je vais d'abord donner la parole à Cédric, de droite. Non, mais parce que moi, la réponse sera peut-être plus succincte parce que plus factuelle. Encore que la monographie La Commune de Paris à Nouméa d'Hélène Dupart qui consacre un chapitre. Pourquoi la Nouvelle-Calédonie? Alors, Louise Michel, elle est originaire de la Haute-Marne, au Concours. Donc, non, là, on est à la fin de l'épisode insurrectionnel de la Commune de Paris. Ceux qui ne sont pas fusillés sur le champ sont jugés. Un certain nombre des mis en examen sont condamnés à mort. Très peu sont exécutés. Louise Michel, lors de son procès, exige la peine de mort.
elle demande à être condamnée. Elle a des envolées lyriques très romantiques, puisque tout cœur qui bat n'a droit qu'à un peu de plomb, j'en réclame ma part. Si vous n'êtes pas des lâches, vous me tuerez. Et si vous ne me tuerez pas, je vengerai les camarades fusillés. Et si je n'arrive pas à les venger de mon vivant, mon fantôme vous persécutera. Enfin, il y a des pages absolument hallucinantes. Elle envoie pendant des années des dizaines de lettres aux dates anniversaires aux membres de. Bref, la procédure d'éloignement dans une colonie pénitentiaire est une mesure de sauvegarde de la République française. Et il y a des éléments trop dangereux, les républicains sociaux, qui menacent la République de l'ordre, et il faut les éloigner. Et ceux qu'on n'a pas tués, on parle quand même entre des estimations de 10 à 30 000. Les historiens, Pierre Milza retenant l'hypothèse de 20 000 comme étant crédible. De toute façon, la commune de Paris a payé 18 500 funérailles suite à cette répression. Donc, ceux qui ne sont pas tués sont envoyés effectivement pour la plupart en Nouvelle-Calédonie, où ils vont se retrouver un certain nombre d'anciens communards là-bas. Mais ça fait partie de la punition, très clairement. Je vais répondre à la question sur la résistance furtive des élèves qui s'exprime massivement dans les copies d'élèves, dans les compositions d'élèves, à partir d'éléments d'agentivité et qui sont en grande majorité implicites de la part des enfants. On a très peu d'opposition, nous n'avons absolument pas d'opposition frontale à la commande de l'enseignant. Je vais donner un exemple qui est, je dirais, qui appartient à la même famille de cette diapo sur partir à Saint-Pierre. C'est l'exemple de l'utilisation du terme habitation. On demande à un élève, dans une composition en orthographe, de pouvoir conjuguer un verbe et en ajoutant à ce verbe-là un contexte. L'élève, lui, utilise le terme habitation tel qu'elle est, ce terme-là, tel qu'il est envisagé à La Réunion pendant la période coloniale. Et ici, à La Réunion, pendant la période coloniale, il y a deux utilisations du terme habitation. Il y a cette représentation de la grande plantation, donc où vit ici le propriétaire et ses esclaves. Là, je fais référence à la période coloniale sous l'esclavage. Et lui, au contraire, fait référence à cette habitation qui appartient à ce qu'on appelle le petit colon dans la tradition créole, c'est-à-dire que chaque ici habitant de La Réunion, même avec des moyens restreints, pouvait bénéficier d'un petit lopin de terre dans lequel il allait cultiver son manioc, son fruit à pain, songe, etc. C'est dans ces petits actes, et c'est pour ça que j'utilise ce terme finalement de résistance furtive, que s'exprime l'opposition des élèves. Elle n'est jamais manifeste. Et c'est ici aussi qu'on met des précautions. Tout à l'heure, la question de Patricia portait sur les représentations des élèves. En 2020, Condette et Castagnier-Lars dirigent un ouvrage en 2 tomes sur l'histoire des élèves. Et eux, dans leur présentation, nous indiquent que les élèves ne sont pas les oubliés de l'histoire, mais pour autant, des résistances, des obstacles sont apparus pour qu'on puisse faire vivre leur histoire. Et ces obstacles, ils sont principalement liés à l'accès au corpus. C'est-à-dire qu'on n'a bien évidemment pas accès à des vidéos, on est d'accord, on va pas dans l'anachronisme. Et les traces du corpus, eh bien, on va s'appuyer principalement sur les compositions d'élèves qui sont extrêmement rares. À La Réunion, on a la chance d'avoir ça ici aux archives départementales. Sur la deuxième question qui a été posée sur les écrits d'aujourd'hui, moi j'ai fonctionné un peu avec l'effet inverse, c'est-à-dire que j'ai essayé d'utiliser les outils contemporains pour aller interroger l'histoire. Donc je vais dire autrement, à un moment, en ayant les copies sous les yeux, eh bien, avec mon habitude de formateur et professeur des écoles même formateur, je me suis questionné est-ce qu'il existe de la différenciation pédagogique, par exemple. J'ai pris des outils d'aujourd'hui pour aller voir s'exprimer, mais je peux pas m'empêcher de me dire, et je vois bien d'où vient cette question, lorsque j'observe aujourd'hui les collègues dans les classes et que j'observe leurs écrits, eh bien, je m'aperçois que les traces du passé sont toujours présentes dans notre monde contemporain. Lorsqu'on a accès aujourd'hui à des outils, même en ligne, hein, sur des bulletins d'élèves, eh bien, il peut y avoir toujours je dirais, cette approche qui consiste à normer de manière très stricte, cette approche qui consiste à montrer l'autorité, et pour l'enseignant, à montrer aussi sa loyauté envers l'institution.
La troisième question, de quelle manière je peux m'y prendre moi pour pouvoir dire que là, on a des pratiques, nous aurions des pratiques qui sont caractéristiques de la situation coloniale. Dans mon étude, elle s'exprime principalement à travers l'étude des patronymes des élèves. J'ai mis de côté toute approche raciale. Nous n'avons absolument pas, nous, la possibilité de dire ici, de catégoriser en disant qu'on avait des élèves blancs, noirs ou métis ou autres. Ça, c'est impossible. En revanche, les copies d'élèves nous donnent accès à leur nom de famille. Et à travers leur nom de famille, on a la possibilité ici d'observer si les enseignants tiennent compte des particularismes de ces élèves et s'ils tiennent compte également, eh bien peut-être, j'allais dire, d'un point de vue discriminant, est-ce qu'ils tiennent compte des parcours de ces élèves dans leurs attentes? Dit autrement, je vais dire de manière plus simple, je prends un corpus d'élèves, une IAS, 32 élèves en histoire, une discipline qui est quand même révélatrice ici d'un niveau de culture qui nous donne des indications sur le niveau culturel des élèves. Eh bien, on s'aperçoit très rapidement qu'en histoire et en orthographe, les élèves issus de l'immigration ou issus de l'engagisme sont discriminés très fortement et on le voit dans les résultats. On le voit aussi à travers ces appréciations chapeau, ces appréciations globales qui n'hésitent pas ici à attaquer de manière très virulente des élèves en faisant savoir à leur famille qu'ils n'ont rien à faire dans cet établissement. Pour un élève notamment qui redouble une classe de 9e, à qui on demande d'aller voir peut-être dans un autre lieu parce qu'il ne lui dispose pas ici de la légitimité attachée à cet établissement. Donc, il n'y a pas de mention explicite jamais de la race, raciste. Donc là, on pourrait dire que c'est parce que le milieu social et les résultats, les parcours sont corrélés, qu'on doit se déguiser des formules discriminantes. C'est ça. Oui. C'est jamais explicite. Non, ça n'est pas explicite. Il n'y a pas de lexique stigmatisant. Ça n'est pas explicite. Le curriculum qui est mis en œuvre et celui, le programme, il est calqué sur celui de la métropole. Donc déjà, il va ici permettre, j'allais dire, de mettre en place des premiers obstacles pour certains élèves. À aucun moment dans les appréciations auxquelles j'ai eu accès, il n'y a eu d'écrits de manière explicite qui sont des écrits racistes. On est beaucoup dans l'implicite. C'est vrai que pour les copies, hein, mais il y a quand même dans les manuels d'enseignement locaux des références qui sont parfois assez racialisées. C'est notamment le cas du manuel de Jules Hermann, de Paul Hermann, pardon, de 1909 et de 1922, où effectivement dedans on a une catégorisation à l'extrême des différentes catégories donc de population de la région avec des traits de caractère qui vont avec. Pour conclure, c'est le moment donc des remerciements et des perspectives. Donc déjà, un grand merci pour votre présence. Hein. J'ai trouvé que les échanges étaient extrêmement riches. Vous étiez nombreux. Je remercie donc les étudiants du Master 9 Histoire Géo de l'Astronomie. C'est bien de faire ce lien. Je remercie également Wissal qui était donc à la technique. Les costumes étaient de Richard Perceval.